À la suite de l'évolution de ces derniers jours que nous connaissons tous, augmentation du nombre d'hospitalisations, forte hausse de la pression dans nos hôpitaux et également augmentation du nombre de contaminations. Après une longue période de stabilité, nous voyons qu'aujourd'hui, dans notre pays, le variant britannique est devenu le variant dominant. Le résultat global, nous le connaissons, les contaminations en 2 semaines ont doublé et la circulation du virus est la plus haute depuis 4 mois. Et dans les services de soins intensifs, on se pose des questions. On ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir tenir bon. La nature du virus a changé. On est en quelque sorte arrivé dans une nouvelle phase de la pandémie, mais notre mobilité à nous a également augmenté et le nombre de contacts que nous avons a augmenté. L'évolution globale, nous la voyons dans notre pays, mais nous voyons cette même évolution dans les pays voisins. Une augmentation de la contagiosité des variants entraîne dans beaucoup de pays des situations qui sont parfois encore plus difficiles que chez nous. Lors du comité de concertation vendredi dernier, nous avions déjà estimé que ce n'était pas le moment de se lancer dans des assouplissements, même s'ils avaient été prévus. Et nous sommes bien conscients que c'est une grande déception pour beaucoup de personnes. Ce sont des décisions qu'il n'est pas facile de prendre, mais je suis convaincu que prendre des décisions d'une autre nature aurait des conséquences encore bien plus graves. D'autre part, les experts soulignent que la situation dans notre pays n'a jusqu'ici pas encore entraîné de croissance exponentielle de la contamination. Mais attention, une croissance linéaire de longue durée peut également engendrer une situation qui devient intenable. C'est le cas, c'est ressenti dans nos hôpitaux où certains soins sont reportés. On reporte des soins que devaient subir des personnes jeunes pour d'autres raisons que le Covid et qu'il faut reporter parce qu'il y a aujourd'hui trop de personnes touchées par la pandémie dans les hôpitaux. C'est une situation que nous voulons éviter. C'est la raison pour laquelle le comité de concertation a décidé d'opter pour une douleur de courte durée, pour une pause pascale, une période de 4 semaines avec des mesures qui sont prises de manière solidaire dans différents secteurs. Tout d'abord, dans l'enseignement, à partir de lundi, plus d'enseignement en présentiel dans les écoles primaires et dans le secondaire inférieur et supérieur. Les écoles gardiennes restent, elles, ouvertes. L'objectif est de pouvoir ouvrir les écoles à partir du 19 avril. Nous voyons que les taux de contamination parmi les jeunes sont très élevés et les enfants contaminés contaminent leurs parents qui peuvent alors contaminer d'autres personnes, par exemple les grands-parents qui sont souvent ceux qui aboutissent dans les hôpitaux. Et ce tampon de la période pascale doit nous permettre d'inverser cette tendance. C'est une méthode que nous avions utilisée durant les vacances d'automne. Nous les avions prolongées d'1 semaine et nous avions vu que cela nous avait permis de mieux maîtriser la situation. Seconde mesure, les commerces non essentiels, ils restent ouverts, mais on ne pourra s'y rendre que sur rendez-vous. C'est une façon de travailler qui existe aux Pays-Bas depuis quelques mois. Plus de fun shopping en groupe, le shopping sur rendez-vous et une personne peut accompagner si c'est une personne vivant sous le même toit et on peut bien sûr toujours aller récupérer des commandes. Ensuite, le comité de concertation a décidé de fermer les métiers de contact
non médicaux et il y a également la bulle extérieure qui de 10 personnes est ramenée à 4 personnes. Une mesure qui subsiste, c'est l'interdiction des voyages non essentiels. Il est clair que ce n'est pas le bon moment pour décider de partir à l'étranger et durant les vacances de printemps, nous allons augmenter le nombre de contrôles aux frontières. En plus de cela, subsiste bien sûr l'obligation du télétravail, il y aura des contrôles supplémentaires, il y aura des sanctions plus sévères également si l'obligation du télétravail n'est pas respectée. Qu'est-ce qui ne change pas? Le couvre-feu, il n'est pas étendu, le socle fédéral reste le même, de minuit à 5 heures du matin. Nous n'introduisons pas non plus d'interdiction sur les déplacements non essentiels. Nous ne l'avions pas fait non plus en octobre-novembre de l'an dernier lorsque la situation était plus difficile. Alors nous sommes bien conscients que ceci est un coup au moral pour beaucoup de personnes et surtout pour les professionnels qui sont touchés dans leur métier. Et la solidarité doit jouer. Il y a le double droit passerelle qui doit faire tenir son rôle, etc. Mais je voudrais également indiquer un certain nombre de points positifs à un moment difficile. Tout d'abord, en tant que pays, au cours des 4 derniers mois, nous sommes parvenus à éviter cette troisième vague durant 17 semaines. Cela nous a coûté de la transpiration, de la sueur, du sang et des larmes. Mais nous sommes aujourd'hui face à cette troisième vague et cette troisième vague, nous allons la surmonter comme nous l'avons fait par le passé. La situation est également différente qu'il y a quelques mois. Alors bien sûr, il y a la vaccination et les ministres-présidents aborderont cela plus en détail tout à l'heure. La vaccination qui doit s'accélérer et il serait bien sûr bien dommage de ne pas pouvoir comptabiliser sur les avances obtenues en matière de vaccination. Et il faudrait que d'ici fin mars, les personnes de 65 ans, de plus de 65 ans et les personnes présentant une comorbidité aient obtenu leur premier vaccin. C'est bien sûr lié à la livraison des vaccins, mais lorsque ces personnes-là auront été vaccinées, on en verra l'effet dans les hôpitaux. D'ailleurs, la vaccination fonctionne, on a pu le voir en MRS. Dans les MRS, on voit que depuis que les résidents sont vaccinés, il y a une baisse des admissions de 70% et qu'il y a beaucoup moins, 85% de décès en moins. La vaccination protège, c'est prouvé. Enfin, encore un élément. Ces derniers jours, le virus nous a fait revenir sur Terre. Nous avons pris une leçon de modestie, que nous soyons politiques, experts, citoyens. Il est dans notre nature de faire des plans. Et bien sûr, le virus, lui, ce qu'il aime, c'est venir contrecarrer ces plans que nous avons faits. Et c'est frustrant pour tout le monde, mais l'objectif reste toujours de passer un été sans souci. Et c'est à notre portée. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller à ce que les vaccins qui nous parviennent, nous devons les administrer le plus rapidement possible. C'est ainsi que nous allons pouvoir inverser la tendance. Mais il est clair qu'à l'avenir, dans les semaines à venir, tout dépendra de la vaccination, mais dépendra également de notre comportement et du respect de ces mesures qui doivent veiller à ce que nous réduisions de manière drastique nos contacts. Protégez-vous vous-même, protégez les proches et réduisez vos contacts. Mesdames et messieurs, le comité de concertation a été anticipé aujourd'hui et basé sur une situation sanitaire qu'on connaît maintenant depuis quelques jours, quelques semaines. On a vu une hausse
persistante des contaminations et des hospitalisations. On a aussi vu que la pression sur les soins intensifs a fortement monté. Après une longue période de stabilité, on voit aujourd'hui que la variante britannique est devenue la variante dominante dans notre pays. On pourrait dire qu'on est vraiment dans une nouvelle phase de la pandémie. Et on en connaît les résultats. On a vu que les contaminations doublent pratiquement tous les 2 semaines. On voit que le niveau de circulation du virus est au niveau le plus élevé depuis 4 mois. Et on voit qu'il y a une pression qui est en train de se construire dans nos soins intensifs, qui a le risque d'être intenable à terme. Et on voit que de plus en plus des soins sont déplacés dans le temps. Mais en même temps, par rapport à une pandémie qui a changé, on doit aussi reconnaître qu'on a vu que la mobilité a augmenté et que nous avons tous plus de contacts. C'est une situation que nous ne voyons pas uniquement dans notre pays, on le voit aussi dans, par exemple, nos pays voisins, où là aussi le taux de contamination a augmenté, mais on voit aussi que le nombre de contacts, là aussi, a augmenté. Et on voit que dans d'autres pays, ils sont contraints de prendre des mesures additionnelles aussi, et souvent dans des situations plus difficiles que les nôtres. Le comité de concertation de vendredi avait déjà décidé de ne pas relâcher sur les mesures qu'on avait mises en avant. C'est clair que c'était une décision difficile et que pour beaucoup de gens, c'était une déception. Et c'est pesant, c'est lourd de devoir prendre ces décisions-là. Mais si on ne prendrait pas ces décisions-là, les conséquences seraient clairement encore plus graves que ce qu'on voit maintenant. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que l'évolution que nous voyons n'est pas une évolution exponentielle. Les experts le confirment aussi. Ça ne veut néanmoins pas dire que ce n'est pas une situation inquiétante. Au contraire, parce qu'une évolution, une augmentation linéaire dans le temps, elle devient intenable aussi. À un moment donné, la pression dans les soins intensifs devient très élevée et ça peut mener au fait que certains soins ne peuvent plus être administrés. Par exemple, par rapport à des jeunes qui ont besoin de soins pour d'autres situations que la Covid, on devrait leur dire que vous ne pouvez pas recevoir ces soins parce qu'il y a trop de gens dans les soins intensifs avec des symptômes Covid. Personne ne veut être confronté à ce genre de situation-là. Donc le comité de concertation a opté de prendre des mesures d'une façon forte et courte et d'opter pour une pause de Pâques, une période de 4 semaines de mise sous cloche avec des mesures qui sont larges et qui comptent sur la solidarité des différents secteurs pour prendre les mesures nécessaires. Premièrement, dans l'enseignement. À partir de lundi, il n'y aura plus d'enseignement présentiel dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Les écoles maternelles restent bien ouvertes. L'objectif est de réouvrir les écoles à partir du 19 avril. On voit que c'est dans la tranche de 10 à 19 ans qu'on observe le plus grand nombre de contaminations aujourd'hui, contaminations qui souvent sont transmises aux parents et qui ont le risque d'être transmis, par exemple, aux grands-parents, qui sont souvent les gens qui se retrouvent alors dans les soins intensifs. Une temporisation pendant les vacances de Pâques prolongées devrait nous permettre d'inverser cette tendance. D'ailleurs, c'est une méthode qu'on a déjà utilisée dans le passé. Les vacances d'automne, on les avait prolongées aussi d'1 semaine et on avait vu que ça nous a aidé de mieux combattre une situation qui était difficile à ce moment-là. Deuxième mesure, dans les magasins non essentiels qui restent bien ouverts, les achats devraient se faire sur rendez-vous. De préférence seul, mais si c'est nécessaire, avec une deuxième personne, mais cette deuxième personne doit être la personne du même foyer. C'est la méthode qu'on utilise aux Pays-Bas depuis quelques mois. C'est clair que l'enlèvement de commandes reste naturellement également possible. Troisième mesure, le comité de concertation a décidé de fermer les métiers de contact non médicaux. Quatrièmement, les rassemblements à l'extérieur, le maximum de personnes à l'extérieur sera remis au niveau de 4 personnes, comme c'était le cas avant.
Autres mesures restent en vigueur naturellement, interdiction de voyages non essentiels. Je pense que c'est clair pour tout le monde que durant cette période difficile, il ne faut pas voyager pour le loisir vers d'autres pays. D'ailleurs, il y aura plus de contrôle aux frontières pendant la période de Pâques. Mesure qui reste valable, c'est l'obligation de télétravail. Il y aura un contrôle accru du respect de l'obligation de télétravail. D'ailleurs, des entreprises qui ne respectent pas cette règle pourront être contraintes à fermer leurs activités. Certaines choses, on n'y touche pas. Le couvre-feu au niveau fédéral reste valable comme c'est le cas maintenant et nous n'interdisons clairement pas les déplacements non essentiels. On ne l'a pas fait pendant la période octobre-novembre, dans une situation plus difficile. Donc, tout le monde reste libre de bouger dans notre pays comme ils le veulent. Je suis bien conscient que c'est des mesures qui sont difficiles à avaler et certainement pour ceux qui voient par exemple leur activité professionnelle contrainte. Je vais être clair que la solidarité jouera et qu'au niveau fédéral, la droite passerelle double sera maintenue et que les régions ont aussi des mesures, des mesures qui sont en œuvre déjà maintenant. Alors malgré le contexte, je voudrais quand même souligner quelques points positifs. Les 17 semaines passées, on est parvenu ensemble à éviter que cette troisième vague vienne. Et on l'a fait en nous tenant à des mesures, et je sais que ça a été un effort considérable et on a vraiment dû se motiver pour le faire. Je suis convaincu que cette troisième vague, on va la casser. Et on va la casser de la même manière qu'on l'a fait jusque maintenant et aussi en appliquant les mesures, les décisions qu'on a prises maintenant. D'un autre côté, la situation est quand même un peu différente par rapport à il y a quelques mois et ça c'est basé sur la vaccination naturellement, un effort de vaccination qui clairement, on a vu, s'accélère. Il est clair que pour la fin mai, toutes les personnes au-delà de l'âge de 65 ans et des personnes avec des comorbidités devraient avoir eu leur première injection de vaccin et clairement ça aura un impact sur nos hôpitaux. D'ailleurs, on le voit dans les maisons de repos. Aujourd'hui, les gens sont vaccinés et on voit que le taux d'hospitalisation a diminué de 70% et il y a 85% de décès en moins. Donc on voit que les vaccins fonctionnent pour les personnes les plus vulnérables. Je voudrais ajouter une dernière chose. Je pense que cette pandémie, ce virus, les derniers jours, nous a remis avec les pieds sur terre. Ceci est une grande leçon d'humilité. Une leçon d'humilité pour les politiciens, pour les experts, pour nous tous. C'est dans notre tendance naturelle à planifier, à vouloir regarder comment on peut faire les choses dans le futur, mais on a vu que c'est dans la tendance naturelle du virus de rendre cette planification difficile. Mais l'objectif reste le même. Et l'objectif est de passer un été à un esprit plus léger et c'est à notre portée de main. Et c'est à notre portée de main en suivant notre effort de vaccination et on sait naturellement qu'on doit toujours parler avec deux mots parce que les livraisons quand même sont avérées assez instables durant les semaines passées. Mais je suis convaincu que le chemin à prendre, c'est le chemin à deux éléments. Un premier élément, c'est de continuer la vaccination et de continuer à accélérer la vaccination. Et le deuxième élément, c'est de respecter les règles et de changer notre comportement. Et donc le message final, il reste le même. Protégez vous-même, protégez-vous les uns les autres et limitez au maximum vos contacts. Merci beaucoup.
Oui, merci, Monsieur le Premier ministre. Très brièvement, tout d'abord, je vous dirais que je crois que plus personne ne doit être convaincu du caractère grave de certains indicateurs et notamment de la situation dans les soins intensifs et dans les services de soins intensifs. Cela exige des mesures supplémentaires. Le Premier ministre vient de les citer toutes, mais je voudrais toutefois indiquer que dans l'enseignement secondaire, les examens auront bien lieu. Les examens prévus pour la semaine prochaine, avant les vacances de Pâques, auront lieu. Alors, je conçois que pour beaucoup, c'est à nouveau un coup au moral. Beaucoup espéraient pouvoir ne pas devoir passer par là, par ce renforcement des mesures. Mais quand on voit que l'on ne peut faire autrement, il faut intervenir. Et s'il faut prendre, vu le niveau où nous situons, des mesures supplémentaires, ce sont des mesures dures, des mesures qui ont un grand impact, mais qui sont limitées dans le temps. Et c'est donc jusqu'au 25 avril que nous voulons appeler, une fois de plus, la population à continuer à fournir un effort. Nous savons que ce n'est pas simple. Je crois que nous ne devons pas en être convaincus. Nous le savons fort bien, mais nous n'avons pas d'autre choix. C'est la mission que nous devons assumer tous ensemble. Par le passé, nous l'avons déjà fait. La plus grande majorité de la population dans tous les cas, et je crois que dans les semaines à venir, nous devons à nouveau maintenir le cap. Nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel et les vaccinations démontrent qu'elles ont des effets positifs. Et les centres de vaccination en Flandre tournent à plein rendement et je crois que nous avons démontré que la vaccination fonctionne et qu'elle fonctionne bien et veillons à ce que les vaccins nous parviennent pour pouvoir vacciner tout le monde. En Flandre, nous nous attelons aujourd'hui à vacciner les personnes de plus de 65 ans, en commençant par les plus de 85 ans. Cela tourne à plein régime. Et puis, après, nous allons nous adresser aux personnes avec une comorbidité. Je trouve que c'est un terme affreux, mais nous allons ainsi pouvoir procéder à une vaccination massive et je crois que ce sera là un premier résultat obtenu une fois que les plus vulnérables auront été vaccinés. Le système de santé sera moins sous pression. Mais je vous rappelle mon appel, eh bien, œuvrons tous ensemble pendant 4 semaines. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, en néerlandais, j'ai dit que les personnes de plus de 65 ans et les personnes avec une comorbidité auraient reçu leur première injection d'ici fin mars. On pourrait espérer que ce soit fin mars, mais ce sera bien sûr fin mai. Pour ce qui me concerne, je voudrais dire ceci. D'abord, je comprends parfaitement la fatigue et, je dirais, le ras-le-bol que peuvent avoir nos concitoyens. Voilà un an que nous tentons de stopper la propagation du virus. Mais comme l'a dit le Premier ministre, la situation, elle est grave. Elle est grave et elle pourrait devenir catastrophique. Catastrophique pas uniquement pour les personnes qui se retrouveraient à l'hôpital ou dans les unités de soins intensifs, mais aussi catastrophique pour les personnes qui seraient simplement malades et qui auraient des conséquences après 1 mois, après 3 mois, des conséquences qui pourraient être durables et des conséquences sérieuses. Ça peut être cardiaque, ça peut être pulmonaire, ça peut être d'une autre nature. Dès lors, les mesures qui ont été prises, elles ne sont pas prises de gaieté de cœur, elles sont prises avec un seul souci, c'est de sortir de la situation actuelle le plus rapidement possible. Alors, je dirais qu'en faisant cela,
on espère pouvoir retrouver le sourire après ces 4 semaines et faire en sorte également et insister auprès des entreprises pharmaceutiques pour que les vaccins soient disponibles, pour que l'on puisse alors vacciner encore plus massivement. Et les vaccins d'un côté, les mesures de l'autre, on espère réellement qu'on peut retrouver une vie qui soit beaucoup plus apaisée qu'actuellement. Merci, merci beaucoup. Je donnerai alors la parole à Monsieur Vervoort, après les ministres présidents des communautés. Voilà, merci beaucoup, Premier. Alors c'est vrai que ça fait 1 an que nous nous retrouvons régulièrement ici, dans une configuration qui a finalement peu évolué. Et donc ça donne à la fois un air de déjà-vu, mais d'un autre côté, les choses évoluent. Et je pense que le message qu'on doit délivrer aujourd'hui, c'est effectivement de dire que la situation est extrêmement complexe et que quand je vois les chiffres à Bruxelles, on ne peut qu'être inquiet. On atteint maintenant des chiffres qui dépassent les 530 cas par 100 000 habitants. C'est plus que préoccupant, avec aussi une pression très forte sur les lits en soins intensifs. Mais dans le même temps, on n'est plus dans la situation d'il y a 1 an. Alors, on ne sait pas encore tout sur ce virus, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va devoir découvrir. Mais d'un autre côté, on en connaît quand même suffisamment que pour à la fois mieux se protéger, mieux protéger les autres, et puis avoir des perspectives sanitaires sérieuses. Et donc le vaccin en est une, assurément. Je pense qu'il y a encore un travail à réaliser pour convaincre une grande partie de la population, certainement les personnes qui se sentent incertaines par rapport à ça, pour bien démontrer tout l'intérêt de se faire vacciner. Je pense que c'est vraiment essentiel. Les vaccins ont fait leur preuve depuis de nombreuses années. Ça a été considéré comme un des progrès majeurs dans la lutte contre les maladies et les épidémies. Ne le perdons jamais ça de vue. Et donc nous devons faire tout ce travail pour faire en sorte que notre population soit vaccinée. Alors, pour ce qui concerne Bruxelles, vous le savez, il y a quelques mesures complémentaires qui ont été prises. Lors de la dernière réunion que j'ai tenue avec l'ensemble des bourgmestres bruxellois, nous avons convenu de faire le point en fonction de l'évolution de l'épidémie. J'aurai un contact, mais je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et que nous serons sans doute plus que certainement amenés à prolonger les mesures particulières prises à Bruxelles, tenant compte du fait que Bruxelles, c'est une ville-région avec une densité de population beaucoup plus grande qu'ailleurs et donc où le virus est susceptible de circuler plus que dans les 2 autres régions. Voilà, Premier. Merci, M. Giolet. Merci Alexander. On l'a dit, la situation évidemment grave et préoccupante, et la question qu'il faut se poser, c'est que risque-t-il de se passer si on ne prenait pas des mesures fortes aujourd'hui, avec, je veux dire, l'objectif évidemment d'éviter la saturation dans les hôpitaux. On a souvent parlé du personnel médical, du personnel soignant. C'est à, je veux dire, eux aussi qu'il faut penser aujourd'hui, et éviter évidemment 3e vague et la saturation dans les hôpitaux. Mais aussi, si on prend des mesures pas faciles, ça a été dit aujourd'hui, c'est pour aussi avoir comme objectif de ne pas hypothéquer le reste du printemps et de l'été, et de ne pas hypothéquer non plus l'ouverture des activités de l'ORECA, de la culture, de l'événementiel, du plan en plein air qui avait été évoqué pour le secteur de la jeunesse, pour le secteur du sport. Et le message que l'on doit dire aussi aux jeunes, c'est et aux jeunes et aux citoyens, si on le fait, c'est aussi pour rendre possible toute une série d'activités. Moi, j'espère pouvoir, dans quelques jours ou quelques semaines, pouvoir dire qu'il y aura des camps de mouvement de jeunesse pendant les vacances d'été, sans bulle, qu'on pourra avoir des activités culturelles, avoir des activités festives, avoir des fêtes de village, pour que les jeunes puissent aussi avoir et répondre à ce besoin de liberté, d'insouciance et de convivialité dont ils ont tellement besoin. J'ai aussi envie de dire que les mesures aujourd'hui, elles ne sont pas évidentes et elles sont fortes. Et tous autour de la table, au niveau du comité de concertation, on mesurait la responsabilité qui était la nôtre aujourd'hui. Et je dois bien vous avouer qu'on espère tous
que c'est la dernière fois qu'on vient devant vous avec des mesures difficiles, des mesures restrictives et contraignantes, et qu'on pourra, à l'avenir, venir avec des mesures d'assouplissement et de déconfinement. Mais vous allez me dire que est-ce qu'on peut encore être crédible par rapport à cela? Mais ça a été dit, c'est l'évolution du virus, ce sont les variants. Mais si on n'y arrive pas, c'est que les mesures n'ont pas été efficaces ou n'ont pas été respectées. Et donc, j'en appelle aussi à la solidarité de tous nos concitoyens pour faire encore collectivement cet effort ensemble, ou alors que la campagne de vaccination est un échec, mais je n'ose y penser parce qu'on est tous conscients que le retour à la vie la plus normale possible passe par la vaccination. Et ce qui s'est passé dans les maisons de repos montre aussi, ou démontre en tout cas, tout l'espoir que l'on peut avoir. Alors, par rapport à l'enseignement et l'éducation restent une priorité. Et ce n'est pas de fermeture des écoles dont il faut parler, c'est simplement pour couper, avoir une fracture très claire dans les contaminations possibles et envisagées, c'est de dire on prolonge les vacances, comme on l'a déjà fait, on prolonge les vacances de Pâques d'une semaine, et ça fait partie aussi d'un accord équilibré. On a toujours dit que l'équilibre que nous devions avoir, c'était éviter la saturation des hôpitaux, maintenir un minimum d'activité économique, l'éducation comme priorité et la vie sociale. Je terminerai simplement pour à nouveau remercier, l'ensemble de la population pour les efforts qui sont faits, mais aussi en matière de Fédération Wallonie-Bruxelles, tous les enseignants qui font un métier dans des conditions très difficiles, les accueillantes d'enfants, tous les secteurs, l'aide à la jeunesse, etc., qui sont au quotidien, au front et face aussi à ce virus. Donc tous ces métiers sont à remercier aujourd'hui, ça doit être dit, mais je pense que c'est l'ensemble des citoyens, l'ensemble des jeunes, l'ensemble des personnes âgées, l'ensemble des classes d'âge qui doivent être aujourd'hui remerciés. Et j'ai envie de leur dire, faisons encore ensemble un effort. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est ce qui nous permettra vraiment de retrouver une vie la plus normale possible dans les semaines à venir, et aussi une ouverture d'un maximum de secteurs qui n'attendent que ça, parce que dans l'équilibre, il y a aussi évidemment toute l'activité économique pour certains, et on sait que la vie au quotidien de certaines personnes aujourd'hui est terriblement difficile. Merci, Ministre-Président Page. Merci, Monsieur le Premier ministre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, Sie spüren das. Je pense que vous le ressentez. Diese Maßnahmen heute zu verkünden, fällt uns Politikern Annoncer ces mesures, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile pour nous en tant que politiciens. On a essayé de les éviter parce que nous savons que nos concitoyens sont lassés, sont épuisés et en partie même frustrés par ces mesures. Les personnes ont envie de récupérer leur liberté. Ils veulent retrouver leur famille, leurs amis. Ils veulent aller dans les cafés, les restaurants. D'autres souhaitent passer leurs vacances bien méritées. Et pour rendre possible tout cela, on vous annonce aujourd'hui un renforcement des mesures. Parce que nous ne pouvons nous permettre d'ignorer que les hôpitaux, les médecins traitants nous ont reporté ces derniers jours la situation difficile. Ils ont lancé un appel pour renforcer les mesures parce qu'ils arrivent aux limites de leurs moyens et de leurs possibilités. Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter et on admet surtout des personnes d'une tranche d'âge plus jeune. Les mesures sont moins strictes dans les pays voisins. Il n'y a pas de couvre-feu à partir de 19h ou par exemple 22h comme aux Pays-Bas ou en France. Il n'y a pas non plus un périmètre de mobilité comme en France par exemple. Et nos écoles ne sont pas fermées pendant 9 semaines comme cela a été le cas par exemple en Allemagne. Mais ceci ne doit guère nous réconforter
Je pense que ces mesures sont cependant nécessaires et indispensables pour ouvrir des perspectives que nous attendons. Nous souhaitons repasser à des cours en présentiel à 100% à partir du 19 avril. Nous souhaitons, à partir du mois de mai, pouvoir ouvrir l'ORECA. Ce sont donc ce que nous envisageons par le biais de ces mesures. Et les experts nous disent, et on le sait par notre propre expérience de la deuxième vague, plus strictes seront les mesures maintenant, plus elles seront conséquentes et plus elles porteront leurs fruits. Nous avons donc besoin de ces derniers efforts pour pouvoir sortir de cette crise, permettre des assouplissements. Il y a de la lumière au bout du tunnel et je voudrais que nous, qui avons tant réussi au cours des 12 derniers mois, que nous entamions ce chemin de façon solidaire. Merci, Alexandre. Effectivement, nous ne sommes pas dans une situation facile. Le virus est particulièrement résistant. Il est même devenu plus dangereux. Il y a de plus en plus de jeunes gens dans nos hôpitaux et malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui passent en soins intensifs. Les chiffres que j'ai reçus ce midi me disent que 637 personnes sont en soins intensifs à la suite de la pandémie. C'est 36 personnes de plus qu'hier. Si ce mouvement devait se poursuivre pendant 5 jours, nous dépasserions vite le niveau des 800 personnes en soins intensifs. Et il était donc indispensable de prévoir une période d'action de courte durée, mais intensive. Nous savons que nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà démontré par le passé. L'essentiel, c'est de réduire les contacts. Le virus, il aime les contacts. Et il s'agit de conserver une seule personne avec qui vous aurez un contact rapproché pendant une semaine, pendant un mois. Et les enfants aussi. Les enfants sont à prendre en considération. Une personne, que ce soit un adulte, un enfant, c'est un contact rapproché. Avec les autres personnes, il faut maintenir la distanciation. À l'extérieur, on réduit la bulle à 4 personnes, enfants, adultes. Si la famille compte 5 ou 6 membres, on peut bien sûr être 5 ou 6. Et je voudrais souligner toutefois que les Belges, les Flamands, les Bruxellois, les Wallons sont libres d'aller où ils veulent. Nous y tenons, mais en groupe plus restreint. Et nous avons également pris un certain nombre d'autres mesures, mais c'est toujours la même chose. Ce n'est pas parce qu'un secteur est coupable de la situation. Quand nous disons tel secteur doit réduire ses activités ou doit fermer, ce n'est pas parce que ce secteur est responsable de la situation. C'est pour réduire les contacts et c'est pour réduire les déplacements. La différence avec la situation que nous avons connue il y a quelques mois, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des vaccins, de bons vaccins. Nous en avons déjà 4. Et parce que nous vaccinons activement. Et avec la période qui s'annonce, eh bien, cela doit nous permettre d'ouvrir les écoles après les vacances et de permettre à tous les enfants de retourner à l'école. Et avec cela, nous devons pouvoir y arriver. Alors pour ce qui est de la vaccination, après des moments difficiles, nous nous situons désormais au cœur du peloton européen. 11,4% des Belges qui ont reçu une première dose. En Wallonie, c'est même 11,9%. Et donc, s'il y a un championnat belge, c'est Christy Montréal qui l'emporte maintenant, avec 11,9% à Wallonie. En Flandre, 11,7%. Mais bon, avec ça, on est
vraiment dans le milieu du peloton européen. Évidemment, il faut encore essayer de faire plus et d'investir chaque jour dans cette campagne de vaccination. Je viens de le dire, il fallait prendre des mesures, absolument. Dans les hôpitaux, on est dans une situation difficile. Hier, il y avait 601 patients en soins intensifs infectés par le Covid. Aujourd'hui, 637. Donc 36 patients de plus en une journée en soins intensifs. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais on sait comment on peut freiner le virus, c'est en limitant les contacts. C'est une simple réalité. Le virus aime les contacts. Il faut limiter les contacts. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à cette règle d'or qui est de dire que, en dehors de son ménage, se limiter à un seul contact rapproché, un seul et le même, pendant les 4 semaines qui suivent. Et je sais que c'est difficile. Et à l'extérieur, on peut se rassembler avec un maximum de 4 adultes, pas plus, mais on compte pas les enfants. Je dois quand même rappeler qu'en ce qui concerne les contacts rapprochés, aussi les enfants comptent comme des contacts rapprochés. C'est difficile de dire ça pour un grand-père, c'est douloureux, mais c'est comme ça. Aussi les enfants peuvent être contagieux. Et donc il faut revenir à ces simples règles. Limiter les contacts, un contact rapproché en dehors du ménage. Des rassemblements à l'extérieur limités à 4 adultes et enfants. Évidemment, s'il y a un ménage qui comporte 5 ou 6 adultes, tout le ménage peut se déplacer ensemble. On prend des mesures extrêmement difficiles vis-à-vis des secteurs comme les métiers de contact, non pas parce que ces secteurs sont coupables, pas du tout. Pas du tout. Donc on ne pointe pas le doigt. Et la même chose pour l'enseignement. On prend ces mesures parce qu'on veut limiter les contacts, limiter la circulation du virus, dans la perspective de pouvoir rouvrir notre société dans les mois qui viennent, avec comme priorité absolue de rouvrir les écoles. Comme Pierre-Yves Giolet et d'autres l'ont dit, c'est une priorité absolue. Ça doit être possible après Pâques, à condition que maintenant, on se lance dans un effort solidaire pour limiter les contacts et combattre le virus. Mais j'y crois, on l'a prouvé, on est capable de faire ça. Et donc, je crois, ensemble, de nouveau, une dernière fois, on y arrivera. Merci. Dank u wel. Zijn er vragen? Ja. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'on parlerait d'un nouveau confinement? Parce que finalement, les mesures qui sont prises ne sont pas tellement éloignées de ce qui étaient les mesures du mois de novembre, où on a effectivement parlé de confinement. Mais ce confinement du mois de novembre ne nous a pas permis de vaincre le virus. Et je me pose la question de savoir si vous estimez que ces mesures suffisent. Eh bien, peu importe, quelle que soit la terminologie utilisée, ce qui compte, c'est l'efficacité des mesures. Alors, un ensemble de mesures fortes pour une durée limitée pour arrêter l'évolution linéaire dans les soins intensifs. Ce n'est pas une évolution exponentielle, c'est une évolution linéaire, mais il faut l'arrêter. Et la grande différence avec les mois d'octobre-novembre, c'est qu'il y a aujourd'hui une vaccination et les effets de la vaccination sont patents. D'ici fin mai, les personnes de plus de 65 ans auront reçu le premier vaccin et cela va modifier, à mes yeux, totalement la situation. Et nous utilisons cette période pascale pour instaurer une trêve de 3 semaines.
Une trêve de 3 semaines, la pause de Pâques, une pause solidaire. Madame, monsieur, bonjour et excellent après-midi à vous si vous êtes